Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. La thématique de cette table ronde, elle est à la fois simple et très complexe, mais elle occupe à mon avis beaucoup les conseils d'administration ou les réunions d'animation dans les métiers de service et pas que celui du courtage. C'est la nécessaire adaptation du conseiller face au changement de comportement des consommateurs et à l'arrivée de la technologie on va dire augmentée, si on peut dire ça comme ça. Alors, un grand merci. C'est une amie et c'est la raison pour laquelle elle est là. Mais merci à Ariane Artignan. Alors, journaliste à l'Obs et puis fondatrice de My Sweet Imo. Et je te laisse. Média qui fait du bien et qui parle IMO sans blabla. Ça, c'est la baseline. Ça, c'est la baseline. Je te laisserai la parole parce que je vais m'écraser après. T'inquiète pas. À toute personne féminine en premier. Sarah Imish. Bonjour, Sarah. Cofondatrice du cabinet Keaxia. Voilà. Et elle vous expliquera ce que c'est, Keaxia. En l'occurrence, Hamid Gourada, Transformation Factory, conseiller dans le monde bancaire. Et François Évrard, associé sur Columbus Consulting, un cabinet d'études et de conseils sur l'évolution des métiers financiers en général. Voilà. Et Jean-David Lépineux, que vous avez déjà croisé pour d'autres sujets et qui interviendra concernant notamment cette notion de fidélisation dont il a commencé déjà à nous parler de farming par rapport à tout ça. Donc, mesdames, messieurs, stage is yours, comme disent les Américains, parce qu'il paraît qu'il faut apprendre à parler l'américain après avoir appris à parler russe. Donc, je te laisse la parole, Ariane. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous et puis d'avoir répondu à l'invitation de mon ami Bruno Rouleau et très contente aussi d'avoir sur le plateau, il y a deux personnes que je vais découvrir avec vous mais qui m'ont l'air très pertinentes et très intéressantes, et puis Jean-David Lépineux d'Opinion System que je connais bien par ailleurs, et Sarah Imish donc de Keaxia Studio, et c'est bien aussi d'avoir une femme sur le plateau et d'en voir dans la salle. C'est pas mal dans le monde de l'immobilier. Je ne sais pas comment c'est dans la finance, mais... Donc, on va parler, on est ensemble pendant 1 heure. Bruno m'a demandé de respecter le timing, donc on a jusqu'à 16 heures pile poil pour être ensemble et voir comment vous adapter à l'évolution du comportement des consommateurs, comment intégrer les technos et l'IA au mieux dans vos métiers de conseil en crédit. Alors, les intervenants à mes côtés, je vais leur demander de se présenter et on va commencer, honneur aux femmes, par Sarah Imish, donc cofondatrice de Keaxia Studio. C'est quoi? Alors, bonjour à toutes et à tous. Sarah Imish, je suis la cofondatrice de Keaxia. On est un studio IA, du coup, entre un cabinet de conseil et une ESN. On accompagne les entreprises à la fois pour identifier où ils peuvent mettre de l'IA, où ça leur apporte de la valeur au sein de leur processus opérationnel, et on les intègre dans leur production, dans leur développement, et on les accompagne en fait sur toute la chaîne de valeur, de l'identification à la mise en place, et on s'engage que nos recommandations, on est en mesure de les mettre en place. François Évrard, vous êtes associé du cabinet Columbus Consulting. Tout à fait. Alors, Columbus Consulting, qu'est-ce qu'on fait? On est un cabinet de conseil, donc en stratégie et en organisation. On accompagne les acteurs du secteur financier, donc ça va des banques à des infrastructures de marché, donc des bourses, dans leurs projets de transformation et notamment dans l'intégration de nouvelles technologies dans les processus opérationnels. Donc, à la différence de Sarah, nous, on ne va pas développer, mettre en œuvre des outils, mais on va accompagner les métiers dans la transformation de leur métier, dans l'adaptation de leur modèle organisationnel, leur modèle opérationnel, et notamment dans le cadre de la mise en place de ce type de technologie.
Et on mène tous les ans une étude avec un partenaire OpinionWay, que vous devez certainement connaître, sur les attentes des consommateurs vis-à-vis des établissements de crédit. Et donc voilà, je pourrais vous donner un éclairage sur aujourd'hui quelles sont les attentes des clients vis-à-vis des établissements de crédit. Merci. Alors, je me tourne à ma gauche. Hamid Gourada, vous êtes directeur de Transformation Factory. C'est quoi ? Alors, je suis Hamid Gourada, je suis directeur chez Transformation Factory jusqu'en décembre 2025. Depuis janvier, j'ai fait valoir mes droits à la retraite, donc je suis consultant indépendant. Ah, ma fiche n'est pas à jour. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est moi qui n'ai pas donné l'info. J'ai oublié. J'ai fait tout sauf ça. Je suis consultant, j'ai fait toute ma carrière dans le conseil, hein, près de 40 ans d'expérience dans le conseil, en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde de la finance, banque et assurance, essentiellement banque de détail et assurance classique, notamment sur les aspects de distribution. Et Jean-David Lépineux, Opinion System. Alors, pas OpinionWay, hein. Donc Opinion System, même si on connaît très bien OpinionWay. Alors, désolé, hein, je recommence parce qu'on est filmé. Voilà, donc je suis le dirigeant de la société Opinion System. Et Opinion System, eh bien, on a un outil de mesure de satisfaction client et on transforme cette satisfaction en un code que vous connaissez tous très bien, qui sont les petites étoiles que nous voyons sur Internet. Et nous positionnons ces petites étoiles sur tout le parcours des prospects et clients pour que les entreprises soient vues et qu'on regagne de la confiance. Et donc, c'est un système de réassurance. Et notamment, ces petites étoiles, on est capable de les propager aussi sur les fiches Google My Business qui, maintenant, sont répertoriées dans les IA quand on interroge les IA. Voilà. Donc ça, c'est un business en plein boom. Il paraît. Il paraît. C'est vrai. Alors tiens, on va commencer par comprendre ce qui se passe sur le terrain au quotidien. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans l'approche des consommateurs? Qui veut démarrer? Alors, les clients, qu'est-ce qui change dans leur façon? Est-ce que ça fonctionne? Là, non, là. Et là, ça devrait fonctionner. Là, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui a changé chez les consommateurs? En matière de crédit, évidemment. En matière de crédit, en fait, il y a plusieurs choses. C'est bien évidemment toute la génération numérique native qui est très appétente à l'usage du smartphone. En fait, on voit qu'aujourd'hui, ils ont de fortes attentes pour avoir des parcours le plus digitalisés possible et, si possible, sans friction. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Et effectivement, il y a des acteurs qui se détachent par rapport à ce genre d'approche. C'est notamment les néobanques qui nativement sont digitales. Et donc, du coup, à la différence de banques traditionnelles, par exemple, proposent des parcours qui sont complètement digitalisés. Et donc, on voit que la population bancaire notamment, elle est, même si elle n'est pas, il y a quand même une certaine forme de volatilité. Même si on est en dessous des 10%, nous on l'a vu dans notre étude, on est en dessous de 10% de taux d'attrition, donc de changement de banque au cours d'une année. On voit que quand même les statistiques augmentent, parce que l'étude on l'a commencé en 2021. Et on voit qu'en fait, on augmente d'année en année. Et en fait, ce qui motive principalement, d'ailleurs, l'attrition, c'est principalement le prix, avant toute chose. Mais une chose qui est intéressante qu'on a constatée cette année, c'est que typiquement les acteurs, les néobanques, le changement pour une néobanque devient un motif d'attrition. Il était en dessous de 10% il y a encore un an, et il a fait un bond de 10% l'année dernière. Donc on voit qu'il y a une appétence pour avoir des parcours que ne proposent pas forcément des acteurs traditionnels, pour des parcours beaucoup plus digitalisés. Des choses plus rapides, plus fluides. Plus fluides, et puis voilà, c'est ça, plus fluide, et puis surtout qu'il n'y ait pas de rupture. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un usage de plusieurs canaux pour entrer en discussion avec un établissement.
le téléphone, le conseiller bien évidemment, l'application mobile. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont envie d'avoir aucune rupture entre ces différents canaux. Et donc, des informations qu'ils ont saisies une fois, ils n'ont pas envie de la ressaisir une deuxième fois, ou qu'on leur repose des questions alors qu'ils estiment avoir déjà répondu à certains types de questions. L'émergence des néobanques, qu'est-ce que ça a changé chez les clients de votre point de vue? Alors, je voudrais juste apporter un petit complément sur ce que vient de dire François. Pour avoir fait quelques missions récemment, pour des néobanques, notamment Revolut, qui s'installe en France avec qui met beaucoup d'investissements. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, on va chercher une néobanque pour sa facilité pour les paiements. Premièrement, il y a un second volet qui est l'utilisation de la carte de la néobanque à travers des virements qu'on fait de son compte personnel pour pouvoir parer à tout risque de cybersécurité, etc. Donc ça, c'est une caractéristique importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans une néobanque aujourd'hui, le client particulier classique. On ne va pas dans une néobanque pour souscrire un crédit immobilier ou faire des investissements où les banques traditionnelles, jusqu'à aujourd'hui, arrivent justement à occuper ce terrain. Mais néanmoins, il y a une menace. Il y a une menace. Alors une menace qui perturbe un peu le microcosme ou l'establishment bancaire français qui n'aime pas trop être dérangé, avoir des démarches des concurrents de type stratégie océan bleu, c'est-à-dire faire table rase du passé. Revolut, par exemple, est en train d'ouvrir des distributeurs automatiques de billets à un moment où les autres banques sont en train de se replier, d'externaliser ou de fermer dans certaines communes complètement isolées les distributeurs automatiques. Donc ça, c'est une caractéristique importante que je souhaitais souligner. Elles distribuent des crédits, ces néobanques, aujourd'hui ? À ma connaissance, pour les particuliers, non. Elles peuvent distribuer des crédits à la consommation, mais des crédits immobiliers, je n'ai pas d'exemple concret aujourd'hui. En tout cas, pas encore. Pas encore, à ma connaissance. D'ailleurs, Revolut, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils viennent de s'installer en France, mais on pouvait ouvrir un compte, même si avant leur installation en France. Et je pense que si j'étais courtier, j'irais draguer ces néobanques, parce que on ne peut pas gérer un client que de façon numérique et à distance. Le courtier peut faire un go-between et aller fidéliser le client, intervenir justement lorsqu'il s'agit d'accompagner les clients de ces banques dans des crédits immobiliers, par exemple, ou des investissements de type crédit auto. Donc, qu'est-ce que vous conseillez concrètement aux courtiers ? Alors, je leur conseille de ne pas oublier d'aller contacter les néobanques, et notamment Revolut. Je ne suis pas salarié de Revolut. Vous avez fait une étude il n'y a pas très longtemps. Non, mais dans le cadre du mini-plan stratégique sur lequel on a travaillé pour Revolut en France, cette notion de courtier est venue sur la table, parce qu'ils ne sont pas mutualistes, donc ils n'ont pas de sociétaires. Les banques mutualistes utilisent les sociétaires comme prolongement de leur force de vente. Donc la question des courtiers, je leur ai dit, il y a un métier qui existe en France qui s'appelle courtier et qui peuvent aller draguer du client et vous apporter du client dès lors que vous avez des propositions de crédit à leur faire. Comme un apporteur d'affaires, en fait. Exactement. Merci. Sarah, tu voulais intervenir. On gère le micro ? Je suis complètement alignée par rapport aux propos justement de la digitalisation. C'est bon ? Je suis complètement alignée par rapport aux propos justement de la digitalisation. Je ne saisis pas X informations X fois, etc. Et aussi, ce qu'on constate, c'est un passage fondamental du mode de recherche. C'est comment je trouve un courtier. Et comment je choisis une banque, et comment demain j'achète et j'interviens, etc. Et là, au lieu d'aller chercher sur 5 sites, consulter X informations, etc., aujourd'hui, je vais poser une question à une IA, ChatGPT, Gemini ou autre, et avec tout mon contexte.
je gagne 45 000 euros, j'habite à Lyon, j'ai un enfant, je vais acheter toute seule, etc. Quelles sont mes capacités d'endettement, avec quel courtier qui peut m'accompagner là-dessus, etc., etc. Ça veut dire que finalement, je ne cherche pas juste courtier Lyon 5e arrondissement, je vais vraiment donner tout mon contexte, et là, l'IA, en 10 secondes, elle va me donner une réponse en fonction de moi en tant qu'individu. Du coup, finalement, le changement qui se porte, c'est que la recherche, le coût devient zéro. Parce que l'effort, il est réduit à néant, en fait, là-dessus. Et ça veut dire quoi d'autre justement pour les courtiers? Ça veut dire qu'il faut être dans cette recherche. Quand votre futur prospect ou votre client challenge sa fidélité avec vous, il faut être présent dans ces moteurs IA, et parce que ça devient aujourd'hui le point de départ. Les statistiques le prouvent, l'usage le prouve. Au-delà de combien de Français utilisent, l'augmentation en 2 ans, elle est de 90%. Et là, c'est un levier incontestable, en tout cas, pour son business de demain. Bon, on va revenir à la fin de la table ronde sur des conseils concrets à activer pour booster votre business et votre métier de conseiller. Mais pour en revenir au grand changement des consommateurs, Jean-David, on t'a pas entendu. Oui, je voulais juste ajouter une chose à ce que disait Sarah. Il y a une étude très récente d'un grand cabinet de conseil en strat qui est sortie avec un chiffre quand même assez éloquent. Il y a à peu près 1/3 des Français qui aujourd'hui utilisent entre 2 et 3 fois par mois une IA générative pour des conseils financiers. Donc on voit qu'il y a une espèce de raz-de-marée, une généralisation de l'usage de cette technologie, et je rejoins complètement ce que tu dis. Si vous n'apparaissez pas dans ces moteurs de recherche, vous avez une perte évidente de capter une part de marché non négligeable, et donc ça va devenir un des canaux essentiels demain pour capter de nouveaux clients. Donc, on va y revenir aussi tout à l'heure. Donc, vos clients, ils vont sur les IA aujourd'hui pour savoir vers qui s'orienter, mais ils vont aussi consulter les étoiles. Alors, voilà, Ariane me disait que c'était Opinion System, les avis clients, c'était un beau business. Vous venez de le comprendre. En fait, tout le monde l'a synthétisé sur une chose, c'est qu'en fait, maintenant, quand on s'adresse aux intelligences artificielles, la première chose que l'on fait, c'est que ça devient la nouvelle monnaie de confiance. C'est assez dingue. En fait, Google, on est capable de se dire, il nous a sorti des conneries ou l'information que je vais chercher. Une IA, par contre, on le prend comme un confident. Et pourtant, les IA racontent des conneries. Et on le prend comme un confident. Et donc, ça veut dire que derrière, on est en train de transformer ça comme étant quelque chose, comme étant la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les questions qui sont posées dans le parcours de recherche. Dans ce parcours de recherche, on va commencer par leur demander, et il va falloir que le courtier, effectivement, ressorte comme c'était souligné. Mais la deuxième chose qui va faire ressortir ce courtier, finalement, les IA sont en quête de vérité. Donc elles vont chercher les informations partout, et les avis clients deviennent finalement la nouvelle monnaie de confiance des IA pour pouvoir faire ressortir aussi les courtiers. Donc ça c'est un grand travail. Et sur le changement des consommateurs, c'est comme ça que tu les as appelés, Ariane. Voilà, le changement des consommateurs, il y a une chose qui va se passer, c'est que étonnamment, on va faire, même si on va sur des grosses prouesses technologiques, nous allons faire un énorme retour en arrière au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, nous allons faire un bond quasiment de 25 ans en arrière. Et quand je vous dis un bond de 25 ans en arrière, c'est un comportement naturel. Je vais vous donner un exemple concret sur ça. Nous avons plus de 2 millions d'avis clients. Aujourd'hui sur la profession immobilière, sur la profession de courtier. Et sur ces 2 millions d'avis clients, dans 84% des cas, l'insatisfaction part toujours au même endroit. 84%, c'est pour vous dire quasiment tous. Vous ne m'avez pas rappelé ou vous ne m'avez pas répondu à mon message. Premier axe d'insatisfaction immédiate. C'est vrai aussi pour les courtiers, parce que c'est vrai pour tout le monde. Ça veut dire que derrière, comme on ne fait pas que les courtiers, c'est vrai pour tout le monde. Donc ce qui veut dire, ça veut dire que les clients vont prendre de la confiance auprès des IA. Au moment où ils vont s'adresser à un être humain, ils vont être intransigeants
avec l'être humain en termes de communication et ils n'accepteront plus le vide. C'est-à-dire que si vous prenez un client, il va falloir que vous adaptiez à son mode de communication parce que si vous adaptez pas à son mode de communication, il va immédiatement vous sanctionner. Ça, pour nous, c'est un vrai game changer dans les prochaines années. La réactivité et la connexion en temps réel, en fait. C'est qu'en fait, les nouvelles questions, je vais vous donner un exemple tout bête, les nouvelles questions en découverte, je prends votre dossier, on fait une découverte client, je prends votre dossier. La première question que je vais vous poser, c'est que je vais vous expliquer qu'il y aura certainement parfois des périodes de vide, parce que on n'a pas tout le temps quelque chose à communiquer aux clients. Et il va falloir leur poser la question, en fait, quel est votre aujourd'hui vous aimeriez avoir de mes nouvelles tous les combien de temps? Il y a des clients qui vont vous dire moi tous les 7 jours, même s'il n'y a rien en fait. Et moi c'est écoutez, quand vous avez quelque chose, vous m'appelez. Okay, il va falloir qu'on s'adapte à cette nouvelle façon, c'est ce qu'on appelle la fréquence de communication. La fréquence de communication, parce que c'est ça qui va créer l'insatisfaction. C'est que si une personne s'attend de nous à 7 jours alors que nous on se dit on n'a rien à lui dire, on ne l'appelle pas, on crée un vide, cette zone de vide nous est immédiatement sanctionnée. Voilà. Alors, des clients surinformés, hyperactifs, hyper intelligents grâce à l'IA, c'est plus facile ou pas? Ça veut dire que c'est plus facile. Enfin, quand on dit c'est plus facile, ça veut dire que maintenant l'information va devenir pour eux, ils vont avoir l'impression que c'est une vérité qui est sortie par l'IA, donc il va falloir qu'on se défende là-dessus. Mais surtout les honoraires, nous allons demain les défendre sur notre rapport humain et non plus forcément sur notre technicité. La technicité sera là, ils seront surinformés. Par contre, ils vont payer un rapport humain extrêmement puissant. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on va faire un bond de 25 ans ou 30 ans en arrière, parce que quand on parle des assureurs, on parle d'un assureur en disant c'est le loup blanc qui connaît tout le monde. Aujourd'hui, l'assureur, il ne connaît plus personne. Sa boutique, il attend que ça tombe. Voilà, c'est ça la différence. Amit Gourada, c'est quoi un bon courtier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence entre un bon courtier et un courtier, j'allais dire... Un bon chasseur, un mauvais chasseur. Un bon chasseur et un mauvais chasseur, exactement. Il y en a qui tirent. Exactement. Juste un préalable. L'IA, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'IA, elle vous redonne une réponse de la manière dont vous avez posé votre question, de la précision de cette question. Un client qui n'a jamais fait de crédit IMO dans sa vie va poser des questions tout à fait banales et l'IA va lui répondre sur des choses complètement standards. Donc, tout dépend de la précision de sa question. Et c'est là où le rôle du courtier est important, dans la dimension humaine, d'accompagnement justement pour affiner le choix de cet investissement en fonction du niveau d'investissement, de la durée de remboursement, du taux le plus efficace, le plus intéressant sur le marché, etc. Et c'est là où se joue le rôle d'un courtier. C'est-à-dire que l'IA ne peut, de mon point de vue, je vais vous expliquer pourquoi, ne peut pas remplacer du jour au lendemain un courtier pour une raison très simple. Une IA, elle fonctionne avec un système d'information. Quand je regarde aujourd'hui les systèmes d'information des banques en France notamment, je n'ai pas vu des choses révolutionnaires en matière d'IA, notamment lorsqu'il s'agit d'offres de crédit. On en parlait tout à l'heure avec François, en dehors de ce que fait, qui sont des phases de test, ce que fait BNP Paribas. Pour le reste, très franchement, j'ai rien vu d'extraordinaire. Bon, c'est entendu. Sarah, un bon courtier aujourd'hui face à un client surinformé? Alors, la surinformation ou l'information, et je suis alignée, il y a plein de réponses en fonction des questions qu'on pose. En fonction, si on pose la question à Gemini, à Claude ou ChatGPT, on aura des réponses différentes parce que chacun s'entraîne sur son propre corpus, etc. Ça, c'est clair. En revanche, l'information n'est pas égale à expertise. C'est là où il y a une nuance. On peut être informé, surinformé. Ça arrive de partout, mais ce n'est pas l'expertise. Et en plus, quand les IA racontent des histoires différentes, ça crée en fait une ambiguïté. Et quand il y a ambiguïté, il y a besoin d'experts, il y a besoin d'humains.
du coup alignés sur tout ce qu'on vient de se dire. En revanche, sur un point des banques, ils en sont où sur l'IA, etc. Certes, en effet, les systèmes bancaires, ils sont assez costauds. Il y a une dette technique conséquente et pour déployer des projets. En revanche, c'est là où il y a un terrain de jeu pour les courtiers quand on est agile, quand on peut aller vite sur certains sujets, quand on a un système applicatif fait de CRM de dernière génération, etc., etc. On peut justement s'aventurer sur un terrain qui est assez accessible aujourd'hui, parce que les IA d'il y a quelques années, on était sur des IA prédictives qui coûtaient très très cher à mettre en place et on avait besoin d'expertise très très forte du machine learning and co. Alors qu'aujourd'hui, les IA génératives telles qu'on la connaît, et comment on peut l'implémenter au sein d'une entreprise, la barrière à l'entrée elle est plus accessible que les autres formes d'IA qu'on avait il y a plusieurs années. Et ça, c'est de mon point de vue, c'est un vrai game changer par rapport à la relation client entre le courtier et son prospect client. À proprement parler. Merci. François Évrard, comment on s'adapte quand on est professionnel du courtage à ses clients surinformés, boostés à l'IA? Côté pro aussi, il y a une adaptation à mettre en place au niveau de technologie, IA, automatisation? Alors oui, je pense qu'il y a... Je pense que globalement, tous les métiers là, dans les années à venir vont être profondément percutés par cette nouvelle technologie qui rentre dans un nouveau stade de maturité. Les modèles opérationnels vont énormément évoluer. Nous, ce qu'on constate en fait sur le terrain, c'est que la mise en place de cette techno, en fait, elle se fait pas en claquant des doigts, comme n'importe quel type de techno, et qu'elle suit certain nombre d'étapes. L'étape dans laquelle on est aujourd'hui, avec l'avènement de ChatGPT depuis maintenant un peu plus de 3 ans, il y a des nouveaux systèmes qui s'implémentent au sein des organisations. On a généralement l'habitude d'appeler ça l'IA pour tous. C'est des assistants au quotidien qui sont intégrés dans le poste de travail et puis qui vous aident à réaliser des tâches quotidiennes de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus documentée, qui vous fait gagner du temps dans la préparation de vos entretiens, etc. Mais à ce stade, ça ne révolutionne pas le métier. Par contre, ça augmente la productivité et puis ça augmente la pertinence aussi des interactions que va avoir un courtier avec son client, puisque il peut y avoir un assistant qui va lui dire le client que tu vas rencontrer cet après-midi, la dernière fois que tu l'as vu, c'était il y a X semaines, il t'a parlé de tel projet, etc. Donc ça permet de mieux préparer, d'être plus empathique et plus préparé pour ces entretiens. Et ça, c'est la première phase. La deuxième phase dans laquelle on commence à rentrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Et donc l'IA agentique, c'est la capacité d'un système de pouvoir agir tout seul. Donc d'être capable d'orchestrer un certain nombre d'assistants, d'outils, de robots pour mener à bien une tâche. Donc réaliser toute une partie d'un ensemble d'un processus. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IA transformante. Donc ça, on en est aux prémices aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en parlent, mais il y a peu de choses aujourd'hui qui sont mises en œuvre. Mais ça révolutionne complètement le modèle opérationnel, le modèle de business. Et aujourd'hui, bien malin, celui qui sait comment les métiers vont évoluer, puisque aujourd'hui, on tâtonne énormément. Il y a un exemple d'IA agentique qui est intéressant, et en l'occurrence, c'est chez BNP Paribas. Avant, pour éditer une offre de crédit immobilier chez BNP Paribas, ça prenait 15 jours. À partir du moment où vous faites la demande et le moment où vous recevez votre offre de crédit immobilier, il s'est passé 3 semaines. Avec une IA agentique, ils ont réussi de diminuer de 5 jours le temps d'édition de l'offre. Mais si Revolut se lance demain dans le crédit immobilier, ça sera un quart d'heure, non ? C'est fort probable. Alors, il faut qu'ils aient une licence bancaire. Il faut qu'ils deviennent établissement de crédit, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, potentiellement, tout à fait. Parce que c'est encore très long. Ça raccourcit, mais ça reste très long. Ça reste encore très long, mais c'est le début.
c'est le démarrage. Et encore une fois, BNP Paribas, c'est un des outils informatiques extrêmement vieux, très difficile à faire évoluer. Effectivement, à Revolut, le système d'information, il est tout neuf. Donc, effectivement, Et des équipes réticentes, sans doute, aussi. Et Non? Oui, en effet, ça c'est un prisme grand groupe, parce que justement les systèmes d'information et pour mettre en place de l'IA, il y a X étapes à faire passer, notamment comment je vais la surveiller, comment je vais assister et comment elle va bosser avec l'humain. Il faut des conduites du changement. Exactement, il y a de la conduite de changement. On passe par X commissions avant d'y arriver, etc. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un énorme enjeu pour les petites, moyennes entreprises, parce qu'ils n'ont pas tout ce cycle. Ils ne l'ont pas. Et leur système, il est up-to-date et on peut justement aller assez vite. Et c'est un avantage concurrentiel et pour moi, c'est même une survie et pour continuer à exister. Et on le remarque sur le marché, que ça soit, et c'est super de regarder aussi d'autres secteurs, comment ils avancent. Les entreprises, aujourd'hui, ils sont 50 personnes, ils font 1 milliard de CA. C'est ça le monde de demain, c'est ça dans le monde dans lequel on se projette. Et certainement, pour avoir bossé pour les deux typologies d'entreprises et comparer un peu les deux logiques, nous, par exemple, on a déjà mis de l'agentique pour des clients. Je l'ai jamais, et pour des acteurs de l'assurance qui sont des gros mastodontes, des mutualistes, voilà, sans citer de nom, on est dans l'étape POC. De comment un parcours de souscription qui va s'alimenter et s'enrichir, etc., etc. Dans d'autres acteurs, ils sont 50, on a déjà déployé en production. Et l'échelle temps, elle se joue réellement là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un avantage concurrentiel monstrueux à avoir sur le sujet. Mais par contre, il faut se dire par où je commence. Qu'est-ce qui m'apporte? Combien ça me coûte? Comment? Et même, je viens de sortir d'un atelier client où justement il y avait cette réticence de changement alors qu'ils sont 200. Et il m'a dit, mais si je donne ça à l'IA, j'aurai plus de job. Et une autre personne, c'était l'inverse, et me disait, mais moi je veux être cloné par l'IA. Les deux n'ont pas raison. Les deux n'ont absolument pas raison. On ne va pas remplacer. On va hybrider, le job va être hybride, l'IA et l'humain vont travailler. Il y a beaucoup de postes qui sont en cours de remplacement. Là, par exemple, on était dans des métiers purs immobiliers d'ailleurs, pur bâtiment en plus, et le sujet c'était si je faisais la synthèse, comme le synthèse rendez-vous. Si je fais la synthèse rendez-vous avec de l'IA, à quoi je vais servir? C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Si elle me fait la synthèse, elle récupère le contexte client, elle fait ça, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où il a complètement raison, c'est je vais avoir du temps. Et ce temps-là, je vais le passer avec mon client. Et on a fini l'atelier en mode, vous aurez du temps pour faire d'autres choses, d'autres missions, plus de missions en fait clients. Et 3, faire des salons, faire de la veille, être au courant, etc. Plutôt qu'être dans le copier-coller, rajuster par-ci, rajuster par-là, faire des synthèses, rédiger X choses, etc., etc. Et c'est ça le monde de demain. Et c'est là où il ne faut pas faire l'autruche, il faut se le regarder en face et se dire, ok d'accord, comment je me saisis du sujet et qu'est-ce qui m'apporte de la valeur au sein de mon organisation et par quoi je commence. Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste vous donner un exemple d'une banque américaine qui non, pas pour qui j'ai fait un audit il n'y a pas longtemps. Californienne que BNP Paribas a vendue il y a 2 ans. Cette banque a eu recours, elle a un réseau de distribution, comme toutes les banques de détail, a eu recours à des courtiers ou à porteurs d'affaires, enfin on peut les appeler comme on veut. Et donc au fil de l'eau, ils se sont rendus compte que 50% des clients appartenaient aux courtiers. C'est-à-dire qu'ils étaient en interaction plus avec les courtiers qu'avec la banque elle-même. Un peu comme le sont aujourd'hui dans le milieu de l'assurance les agents généraux. Et donc, pour aller dans le sens dans ce que tu dis, il me semble important effectivement que le courtier, une fois qu'il a vendu une opération de financement pour un de ses clients, de ne pas lâcher ce client et de le garder en portefeuille. De telle sorte à ce que s'il y a un besoin d'investissement ou autre, ou d'assurance qui apparaît,
il faudrait à terme que le client soit celui du courtier et non pas celui des banques, puisque aujourd'hui, les banques sont en train de se faire des intermédiaires. On le voit avec le système de paiement. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à avoir un système de paiement européen ou français. On est toujours avec des infrastructures américaines. Donc, ce qui est très important, c'est le challenge du courtier demain, et notamment avec l'IA, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on pourra industrialiser, c'est de maintenir cette relation comme un chargé de clientèle qui gère un portefeuille de clients. Donc tout ça, finalement, ça aide la relation client ou pas à l'arrivée, l'automatisation. pas poser la question. Hein. C'est pas grave, je vais répondre quand même, Ariane. C'est pas grave, je vais quand même répondre à ça. C'était pas une question pour moi, mais je vais te répondre à ça. Déjà, je vais juste reprendre un premier exemple qui me semble, pour vous donner des exemples concrets. On a parlé d'IA agentique, d'accord? Donc quand on parle d'IA agentique, c'est que vous avez bien compris qu'en fait, elle faisait plein de choses pour vous. Les exemples qu'ils ont donnés sont des exemples internes. Des exemples internes pour faire gagner du temps aux personnes. Et là, tout le travers qu'il pourrait y avoir, c'est d'utiliser des IA agentiques externes qui vont se substituer à votre relation. Je vais vous donner des exemples. Premier exemple, on a vu au salon de la nouvelle technologie, salon Rent immobilier, on a vu ici, en fait, et les agents immobiliers ont plongé dedans immédiatement, parce que derrière, on se dit, si on peut éviter la relation et que ça nous amène des gens sans qu'on fasse rien, c'est super. S'il n'y a pas pire piège. Il n'y a pas pire comme raisonnement. Et je vous donne un exemple concret. Il y a une IA aujourd'hui qui est capable de se connecter sur les CRM immobiliers et d'aller relancer les prospects que vous avez, chez lesquels vous avez fait des estimations au nom de l'agence, okay, sans que ce soit le collaborateur qui le fasse. Tu penses à quelle IA? Comment? Tu penses à quelle IA? Leadpulse. Voilà. Et en fait, j'ai vu fonctionner ça, j'ai trouvé ça au départ génial, et je me suis dit, mon Dieu, s'ils vont là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais vous donner en fait l'exemple concret de ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, aujourd'hui, en fait, vous recevez un SMS d'une agence. Vous êtes une agence X Immobilier, d'accord, une agence indépendante, Champs-Élysées Immobilier. Et puis moi, on m'a fait une estimation et j'ai un SMS qui me dit bonjour, c'est Isabelle de l'agence. Voilà, je suis l'assistante de l'agence Champs-Élysées Immobilier. Et voilà, je voulais savoir où en était votre projet. Bon, jusque là, c'est cool. Parce que moi, je réponds à Isabelle, je la connais pas, c'est l'assistante, je vais lui répondre. Sauf qu'en fait, vous savez quoi, ces trucs-là? Dans très peu de temps, ça va partir à la benne. Et regardez l'expérience client qui va être dramatique. Parce que très bientôt, l'IA Act, qui est en train de se mettre en place au niveau des normes européennes, va obliger une IA à révéler son identité de façon à ne pas faire d'usurpation d'identité d'un humain. Donc ça veut dire que moi, en expérience client, je vais recevoir un message. Bonjour, je suis Isabelle. Je suis une intelligence artificielle. Je vous contacte pour le compte de l'agence Champs-Élysées Immobilier pour savoir où en était votre projet. Je souhaite bon courage à l'autre pour prendre ses 15 000 balles d'honoraires. Voilà. C'est ça. Ça veut dire que derrière, je vais lui souhaiter un énorme courage avec ça. Et donc, c'est ça le principe. Ça veut dire que si on doit clôturer là-dessus, les IA agentiques, si vous les maintenez dans un circuit fermé, elles peuvent être exceptionnelles pour vous libérer du temps, pour justement ne pas faire le job d'une IA agentique que vous laisseriez partir chez vos clients. Mais est-ce que on va pas... C'est très bien, bravo, et c'est bien l'IA Act, mais est-ce qu'on va pas quand même vers une vision un peu décomplexée de l'IA? Moi, je suis étonnée du nombre de mails que je reçois, de gens qui sont supposés réfléchir, penser, et qui font du copier-coller de ChatGPT, mais sans le moindre problème, sans le moindre effort d'habillage. C'est ça le monde de demain? Non, c'est absolument pas ça le monde de demain. Et c'est marrant parce que ça fait écho par rapport à cette semaine où on m'avait dit justement nos collaborateurs, ils font du copier-coller, même en interne, et ça se voit trop que c'est l'IA qui a écrit comment faire ça, etc. etc. C'est vraiment le cœur du système. Et le sujet derrière, c'est double, parce que je rejoins complètement sur l'IA interne, l'IA externe. Et IA sur mesure pour une entreprise, avec sa voix de marque, etc., VS, voilà, marché.
Et ça, c'est un sujet d'accompagnement des collaborateurs. C'est un sujet en fait de conduite de changement en interne. Et de plus en plus, on ne va pas aller sur je forme comment je prompte ChatGPT. C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment je travaille avec l'IA, comment je l'utilise dans mon quotidien, à quoi elle va me servir réellement. Et cette limite humain-machine, parce qu'on parle d'IA, mais finalement c'est une machine, hein, qu'on se le dise. On l'appelle intelligence artificielle, c'est une machine. Du coup, comment humain-machine va interagir, comme l'humain-machine avec le CRM interagit, etc., etc. Sauf que c'est plus subtil et que l'IA, elle est plus smart, elle est en mesure de raisonner, elle a la capacité de comprendre un contexte. En fait, les capacités sont hallucinantes aujourd'hui de la technologie en elle-même. Et comme toute technologie, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Si on fait l'exemple que vous venez de donner, en effet, c'est une mauvaise manière d'appréhender le sujet. Si on l'apprend avec un autre prisme et avec beaucoup d'ajustements, etc., ça donnerait autre chose. Du coup, l'IA, c'est une tech, c'est un outil, et c'est où on met la barrière sur l'usage, que ce soit interne ou externe. Et le sujet, en tant qu'entreprise, si on le cadre pas, si on n'outille pas les collaborateurs avec nos propres IA internes, etc., ils vont utiliser ChatGPT. Ils vont utiliser Gemini, ils l'utilisent dans leur quotidien pour chercher un restaurant. Ils vont le faire, ce qui représente déjà des risques juridiques, on n'en parle pas, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas outillés pour. Et c'est le point de départ, et c'est le challenge aujourd'hui de la majorité des entreprises. Oui, je voudrais juste rajouter un petit truc à ce que tu viens de dire. Il faut un minimum de formation préliminaire basique pour l'utilisateur, celui qui pianote sur la base, qui va sur Gemini, sur ChatGPT, etc. J'en veux pour preuve, récemment, il y a 2 grands cabinets de conseil qui ont pignon sur rue. Le premier, il a sorti un rapport via ChatGPT et qu'il a envoyé au client, visiblement sans que l'associé n'ait lu, et donc le client s'en est rendu compte. Et tout en partant du principe que ça permet de gagner du temps, de ne pas faire travailler les consultants jour et nuit, etc. Donc voilà une erreur réelle de gens qui sont censés conseiller des chefs d'entreprise qui sortent un rapport pondu par ChatGPT sans se poser des questions sur l'origine de ces informations et est-ce que ces informations sont à jour ou pas. Et donc ça, c'est un vrai danger. Moi, si j'étais courtier, par exemple, je me formerais, il y a des formations qui existent, sur l'utilisation de l'IA, sur les différents outils qui existent, les différents prompts, etc. Comment je peux utiliser ça de façon efficace, tout en gardant ma dimension humaine et la relation avec le client. Ça me paraît important. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux courtiers concrètement pour exister sur les IA? Parce que Sarah, tu disais tout à l'heure, c'est important d'être connu et repéré des IA. Il y avait le SEO, mais il y a autre chose aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs. En effet, il y a ce qu'on va appeler l'IA pas externe, c'était mauvais. L'IA consommateur, la recherche. Du coup, on a cette brique-là, on est sur la puissance de l'IA générative, on recherche. Là, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde commence et tout le monde démarre. Ça veut dire tout le monde est au même niveau. Et c'est le moment, en fait, de prendre ce virage, de se dire, il faut que j'apparaisse dans les réponses. Et là, en effet, il y a plein de mécaniques pour le faire. Jean-David est une des mécaniques, clairement. Parce que, pourquoi c'est une des mécaniques aussi? C'est parce que, et aussi Ariane, parce qu'on est sur la relation presse, c'est l'autorité. En fait, l'IA, elle va chercher l'autorité. Parce qu'elle peut pas se permettre justement de se dire je vais donner une réponse qui n'est pas pertinente, etc., etc. Du coup, quand on lui pose une question, elle va la décomposer en plusieurs vecteurs, tac, 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 tac. Elle va se dire c'est quoi la réponse qui se rapproche de ces vecteurs. Et elle va scorer avec une notion d'autorité, etc. C'est pour ça qu'elle va aller chercher des avis, pas les avis Google, parce qu'elle estime que les avis Google ne sont pas vérifiables, etc. Elle va aller chercher des systèmes comme Opinion System. Elle va aller chercher de la relation presse. La boîte est apparue dans tel et tel média, etc. Elle va aller chercher dans le site la structure du site. Du coup, il y a plein de mécaniques qui existent et ça commence. Réellement, le sujet commence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du SEO, mais ça veut dire que c'est un sujet complémentaire.
Le deuxième point, et là on va aller se dire sur l'interne. L'interne, c'est comment moi j'optimise mes opérations. Ça veut dire, je fais X choses dans une journée, je vais préparer mon rendez-vous, je vais faire le suivi du dossier, etc., etc. Je vais qualifier. Dans toutes ces opérations-là que je gère, qu'est-ce que l'IA peut m'apporter à différents leviers? Et là, on est dans l'efficacité opérationnelle, clairement là-dessus. Et l'IA, elle a fait aujourd'hui ses preuves sur plusieurs sujets. Et notamment la préparation des rendez-vous, etc., notamment le suivi du dossier à part entière. Et en effet, on est sur l'interne. Et le troisième sujet, c'est la relation client. Et dans la relation client, c'est là où on peut utiliser mal l'IA assez facilement, parce que justement, on risque notre réputation, on risque l'échange qu'on va avoir avec un client, etc., etc. Et c'est pareil, il y a plusieurs manières de le faire. Du moment, par exemple, je pense à un exemple simple, c'est un agent conversationnel qui est en mesure de répondre, mais on sait qu'on échange avec une IA. C'est juste au lieu d'avoir un chatbot qui est plutôt des arbres de décision. S'il faut rentrer ça, alors c'est ça, ensuite c'est ça, et pour être honnête, ça nous embêtait tous de cliquer sur les boutons pour avoir enfin la réponse qui n'est pas bonne et demander un conseiller. On a tous eu ça. Aujourd'hui, l'IA générative, vu qu'elle a cette capacité à comprendre un contexte, elle va comprendre la question. Et en comprenant la question, elle va aller chercher dans tous les corpus documentaires le vôtre, vos règles, etc., les anciens mails que vous avez, X informations que vous lui mettez à disposition pour apporter justement une réponse, mais c'est complètement transparent que vous répondez pas à minuit. Et c'est ça. Il y a des mouvements intéressants. Je ne sais pas si vous connaissez Klarna. Klarna, c'est un site d'achat, etc., qui propose aussi du paiement fractionné. Et quand ChatGPT est sorti, ils se sont dit c'est super, ça va permettre de pouvoir complètement automatiser la gestion des demandes clients, le desk, etc. Et donc, du coup, ils ont renvoyé tout le monde et ils ont mis un bot à la place en développant un partenariat avec ChatGPT. Avec OpenAI, en l'occurrence. En fait, au bout d'un an, vu le nombre de plaintes qu'ils avaient reçues de leurs clients, ils ont décidé d'arrêter. Parce qu'en fait, au final, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une opposition entre IA et humain. C'est effectivement, il faut trouver le bon équilibre. L'IA pour automatiser tout ce qui peut être les tâches ingrates de traitement de dossiers, ce genre de choses. Et puis, le conseiller qui est empathique, qui connaît bien son client, qui connaît bien ses produits, qui est à l'écoute et qui est réactif. C'est-à-dire que dans un moment de vie, quand je contracte mon crédit pour ma résidence principale, j'ai 2 enfants, etc., ça engage. Moi, j'ai pas envie de discuter avec un bot. Moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'aide à prendre la bonne décision. Qui connaît ses sujets et qui me comprend. Est-ce que là, sans être, est-ce que ça, c'est pas un raisonnement qu'on a après 40 ans? Enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais est-ce qu'à 25 ou 30 ans, quand on démarre, on n'en a rien à faire que... Je vais te retourner la question. Non, mais on peut... En fait, je sais pas... Ça peut valoir aussi pour l'achat d'une voiture, pour un placement. Je pense que dans les différents moments de la vie, il y a des moments où on doit prendre, on fait des choix qui sont engageants, qui nous impactent. Ce qu'on a envie, c'est d'être réassuré, c'est d'avoir l'assurance de quelqu'un qui connaît son sujet, qui nous accompagne et qui nous aide à prendre cette... J'aimerais que vous ayez raison en réalité, mais j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas de problème vis-à-vis de ça. Il n'y a qu'à regarder sur LinkedIn le nombre de posts écrits par l'IA, par des experts très renommés, et ça n'embête personne. En fait, alors certes, si on prend les statistiques, comme ça on met tout le monde d'accord.
Alors, si on prend les statistiques, en effet, le digital native, il a plus d'appétence d'aller vers l'IA. Le digital native, on est sur 25-35 ans, et en effet, ils ont ouvert les yeux. Il y avait Facebook et Instagram. C'est pas la même chose quand on est. Moi, je suis à 40. Du coup, là, je suis à la limite. Voilà, je suis à la limite de l'exercice. Du coup, en effet, c'est pas du tout la même approche, et les statistiques prouvent en fait que ils vont aller chercher par eux-mêmes les informations, aller se documenter par eux-mêmes, et par contre, quand il s'agit de décisions, là, ils vont faire appel à l'humain. Et là, il y a une étude justement de Monivox là-dessus, justement sur les sujets financiers. 5% des Français, ils se disent « je peux déléguer à l'IA un placement financier ». Ça veut dire que les 95%, y compris les digital natives, se disent « moi, l'IA, je ne vais pas lui déléguer une décision financière, parce qu'en effet, ce sont des moments de vie, j'ai besoin de réassurance, c'est de l'argent, il faut que je sache où je la place, etc. » En revanche, sur tout ce qui est avant, là, c'est un terrain de jeu, en effet, pour les IA. Et justement, c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé d'être présent, de JO, etc. Parce qu'en effet, si on veut rajeunir sa base de clientèle, on va attaquer un segment qui est le primo-accédant, qui est super pour notamment des acteurs du neuf, etc. Dans ce cas de figure, en effet, il faut être présent, il faut parler le même langage. Il faut tutoyer ses clients, il faut mettre des emojis partout. Oui. Ouais. Ouais, je pense que, pour abonder dans ton sens, Sarah, je pense que même les jeunes générations, elles sont quand même conscientes des limites de cette technologie. Et je peux faire confiance à une IA pour faire une recherche, me faire déjà un premier filtre. Par contre, dès qu'il s'agit de signer en bas d'une page, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et mine de rien, en fait, on voit que, oui, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise c'est la bonne décision, et voilà les pour, voilà les contre, et voilà pourquoi. Donc je pense que oui, ils font quand même la part des choses. Même si c'est plus simple de rédiger un mail avec une IA, voilà, signer en bas d'un contrat, c'est pas pareil. Pour l'anecdote, mon père, il a 75 ans. Pour l'anecdote, mon père, il a 75 ans, il a ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek. Et la dernière fois, il m'a sorti une IA, je ne sais pas d'où elle vient, Cortex, un truc comme ça. Et à chaque fois, il me dit, celui-là, il m'a dit ça, l'autre, il m'a dit ça, l'autre, il m'a dit ça. Et à ton avis, c'est lequel? Du coup, l'usage. Et vous, l'usage alors? Alors, ce qui est très important, c'est vrai que la Digital Native Generation, etc., avant 40 ans, oui, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas de la même façon que leurs parents, ça c'est vrai. Simplement, lorsqu'il s'agit effectivement de signer en bas de page sur un investissement de 400 € qui vous engage sur 25 ans, je passe sur les conseils autour des parents, des grands-parents, etc. Je peux vous assurer que l'IA, elle a beau être géniale, quelque part, c'est engageant, et on ne prend pas pour argent comptant tout ce que l'IA dit. Ça me paraît extrêmement important. Juste un point je reviens toujours au courtier. C'est vrai que vous reveniez à Revolut. C'est fini, Revolut, je peux vous en parler après si vous voulez. Sur l'utilisation que pourrait faire un courtier de l'IA, ce qui me paraît important, c'est surtout aller chercher des éléments statistiques ou d'informations dans des bases qui vous donnent un gain de temps considérable et qui vous permettent d'avoir une réponse synthétique à votre client. Le reste, on est vraiment dans de l'accompagnement de son client, dans de la dimension humaine et dans l'expérience cumulée que vous avez dans votre pratique. Donc moi, j'ai pas forcément... je ne vais pas vous dire attention, l'IA arrive, vous allez perdre votre boulot, etc. Au contraire, c'est un outil qui permet d'améliorer votre efficacité et de vous consacrer à des activités à valeur ajoutée pour vos clients. Jean-David, un conseil pour terminer aux courtiers qui sont là pour booster leur business?
C'est ta dernière question? C'est ma dernière question. Ah bon, d'accord, c'est ton non, dernier mot. Ok, mais c'est tu as bon, 3 c'était minutes. pour savoir, parce que j'allais dire, on va pas aller. Hein, voilà. Très bien. En fait, le dernier, alors le dernier conseil que. Sauf si Bruno nous donne 5 minutes de plus. Ah, mais je sais pas. je suis pas sûr. Bruno il est occupé là. Et il est occupé, Bruno. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, mais surtout en fait une vraie vision que j'ai, c'est de vous dire que vous seriez capable de désintermédier les banques. Et vous avez cette capacité. Et quand je vous dis cette capacité, c'est qu'aujourd'hui, le portefeuille qui est détenu dans une banque, pas suivi, très très peu suivi, voire même inerte par les conseillers, parce qu'en fait, ils ne traitent que des tâches assez chronophages et ils n'appellent personne, et bien derrière, si vous gardiez, quand vous êtes toujours en train de chercher à chasser pour avoir de nouveaux prospects, si vous gardiez un lien avec des clients qui ont été relativement contents de vous, un lien éternel, c'est ce qu'on appelle le fameux farming, l'élevage des clients. Et il vous suffira d'en avoir à peu près une centaine de clients avec lesquels vous maintenez un lien par an, votre business sera assuré pour la nuit des temps. Et vous aurez désintermédié les banques. C'est le chiffre 100. 100 personnes qui pensent à vous favorablement lorsqu'il s'agira de votre métier, vous apportera des recommandations quasi instantanées et de façon complètement illimitée. Et c'est ce que j'ai vécu au Canada. C'est-à-dire que cette relation client, je l'ai vécu au Canada, un agent immobilier là-bas, un courtier en prêt immobilier, parce qu'il y en a aussi, eh bien, ne vivent que de ça, parce qu'ils maintiennent le lien. Donc, maintenez un lien, servez-vous des IA pour pouvoir vous dégager le temps de maintenir ce lien avec ses clients, parce que votre fonds de business, jamais vous ne devez faire un prévisionnel avec l'année suivante en disant « c'est quoi votre chiffre d'affaires cette année ?» Ça dépendra du marché. Ça, vous devez vous l'enlever parce que pour vous, c'est anxiogène et vous êtes capable, avec des systèmes de maintien de lien, de pouvoir prédire l'avenir. Et ça, c'est important. Comment on fait pour maintenir le lien? Ça m'intéresse. Oui, alors pour maintenir le lien, je vais vous donner quelques tips. La première chose, c'est qu'en fait, il ne faut pas être chiant. Ah, voilà, d'accord. C'est la base. Hein. Voilà, la base fondamentale, ça veut dire que maintenir un lien, vous avez les gens lourds, hein, vous savez ceux qui sont vous avez les bons lourdingues qui sont dans les comment. Alors peut-être qu'il y en a ici, je suis désolé, hein, je vais vous le dire. Non, il y en a pas. Je préfère m'excuser avant, mais vous savez dans les clubs BNI ou ces trucs-là où en fait quand on se voit, on se connaît pas et au moment où on fait une réunion, on se dit tiens donne-moi ma carte de visite et puis en fait on fait des échanges de cartes de visite, mais en fait on se connaît pas et donc comme on se connaît pas et ce qu'on se connaît pas bien, mais on va pas se recommander, d'accord? C'est le principe. Donc avec un client, il faut maintenir un lien et maintenir le lien, c'est quoi? C'est que par exemple, on vient de signer, vous êtes passé chez le notaire, vous avez signé cet acte, eh bien vous allez commencer à souhaiter la bonne année. Vous pouvez souhaiter un bel été, joyeuse Pâques. En fait, vous allez souhaiter un anniversaire de la transaction, par exemple, ou des choses un peu marquantes comme ça. C'est ce qu'on appelle des petites attentions émotionnelles, sans jamais leur demander quoi que ce soit. C'est ça le but de la manœuvre. C'est que si vous maintenez un lien en disant hey, pensez à moi parce que j'ai des clients, ils vont vite vous spoiler, d'accord? Ça ne marchera pas. Mais c'est ce lien. Et dedans, vous devez aussi accepter une chose, c'est qu'il y a des gens qui s'en foutront et qui ne vous répondront pas. C'est pas grave. Vous allez garder le lien avec ceux qui accepteront de garder le lien avec vous. Et au moment où vous aurez atteint ce chiffre 100, vous penserez à moi. Parce que derrière votre business, il ne s'arrêtera jamais. Bon alors ça c'est une belle promesse. Vous êtes content d'être venu. Merci Bruno. Mais c'est vrai Ariane, voilà. Bon on va tous briefer ChatGPT ou Claude ce soir. Comment maintenir le lien? 4-5 petites attentions par an, pas beaucoup plus. D'accord? Il ne faut pas non plus être intrusif. Le mot de la famille, le conseil. Alors, je pense que tu as bien résumé notre propos. Moi, il me semble important, effectivement, que vous captiez ces clients et que vous les gériez en tant que client en portefeuille, parce que je reviens à ce que tu disais, un chargé de clientèle particulier dans une banque de détail classique, il a entre 600 à 800 clients en portefeuille. Très franchement, il ne travaille pas tous ses clients. Il travaille une cinquantaine, trentaine, centaine s'il est vraiment ChatGPTien.
dans son approche de prospection. Combien d'entre vous, moi ça m'est arrivé, reçoit un appel de sa chargée de clientèle ou de son chargé de clientèle qui lui dit j'ai besoin d'une stat, les variables c'est bientôt, est-ce que je peux t'ouvrir à livrer? Donc ça fait tellement de l'appel. Oui, d'accord, vas-y, tu peux l'ouvrir. Donc tout ça pour dire que il y a quand même 80 à 90% des clients en portefeuille, des chargés de clientèle qui ne sont pas travaillés. Et c'est une manne, c'est un marché, je dirais, mûr qui est là. Si vous avez de bonnes relations avec la banque, d'une part, et avec le chargé de clientèle, mais aussi, surtout, avec les clients. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous créer votre propre fonds de commerce et qui peut être développé, bien sûr, tout en tenant compte, bien sûr, de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire pas plus de 4 à 5 contacts classiques, les vœux, les anniversaires, bonne rentrée ou toute autre occasion pour renouer le contact. Merci. Un dernier conseil? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc du coup, c'est difficile, je pense, de rebondir. Je pense que, je rebondis effectivement sur le point, le fait de dire fidélisation, effectivement, des touchpoints réguliers, et il faut trouver le juste équilibre entre le bon touchpoint et puis ne surtout pas être intrusif. Je pense que ce que cherchent les clients avant toute chose, c'est qu'on les aide. Et qu'on leur propose pas des produits qu'ils estiment être poussés et ça c'est contre-productif. Par contre, s'ils ont un petit caillou dans la chaussure et si vous pouvez les aider à le retirer, alors là effectivement vous allez gagner en fidélisation clairement. Excuse-moi, juste pour un truc par rapport à ce que dit François, c'est quand vous détectez ce petit caillou que vous allez intervenir et c'est au travers des petites attentions que vous allez leur demander pour leur souhaiter une bonne année, leur souhaiter une belle rentrée s'ils ont des enfants ou autres, et savoir si tout va bien. Certains vont se livrer en vous disant là c'est un petit peu difficile pour ça parce qu'on a rencontré tel problème, et là vous allez intervenir. C'est ces petites attentions et l'échange qui va être généré qui va vous permettre de détecter le caillou et d'apporter l'aide nécessaire. Merci. Sarah, si vous deviez donner un dernier conseil aux courtiers pour rester compétitifs demain. Je vais aller dans le même sens. Les attentions. Camarades. L'IA peut vous aider à faire ça, clairement, parce que justement, vous avez votre base de clientèle, il y a leur moment de vie, etc. Du coup, elle peut créer pour vous, pas le message que vous allez envoyer, etc., mais quel est le moment le plus opportun pour rentrer en contact avec eux. Et justement, ces 4 moments les plus privilégiés, parce que y a tel anniversaire, etc., etc. L'IA peut vous aider là-dessus. Et le deuxième point, c'est tirer profit de l'IA réellement avec ce qu'elle est en mesure de vous offrir comme avantage concurrentiel. C'est vous dégager du temps pour vous concentrer en fait sur vos métiers et ne la voyez pas comme étant un ennemi sur si je fais de l'IA, je vais plus faire ça ou ça, etc. Voyez-la réellement comme un outil et commencez petit. Vous n'avez pas besoin de commencer avec un système de dingue, avec 10 outils qui tournent en même temps, etc. Identifiez le sujet, si on se dit c'est le gain de temps et le gain de productivité, identifiez ce qui vous prend le plus de temps dans une journée. Et prenez des notes pendant un mois. Et dites-vous, ok d'accord, ça me prend du temps, ça me prend du temps, ça c'est récurrent, etc. C'est ça mon sujet à moi. Et là, comment l'IA peut vous aider sur ces typologies de sujets? Pour moi, ça peut réellement valoir le coup de s'attarder sur l'IA. Et je choisis quelle IA pour finir? Tout dépend du problématique. Je suis courtier. Sincèrement, il y a des outils marchés. On a la chance aujourd'hui d'avoir des outils marchés qui font très bien le job pour X sujets. Allez sur les outils marchés si jamais ils répondent aux besoins en mode abonnement, etc. Vous allez profiter de leur... Outils marchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire une solution SaaS qui existe déjà. ChatGPT? Pas forcément. En fait, ChatGPT, on va être sur une IA grand public.
du coup, à proprement parler. En plus, aujourd'hui, ChatGPT, c'est le moins performant sur le marché, OpenAI. Celui qui est le plus performant à date, et peut-être demain ça changera, c'est Anthropic avec Claude. Ça, c'est clair et net, et toutes ses capacités. Du coup, on peut se dire, dans un premier temps, en effet, c'est un bon moyen. Il y a X sujets là-dedans. On peut, moi, personnellement, on est une petite boîte. J'ai tout automatisé avec l'IA. Du coup, j'ai automatisé le suivi de ma trésorerie avec l'IA. L'IA me sort un bilan. J'ai un assistant IA qui, justement, me cadre tous mes agendas, etc. et me book des créneaux quand j'ai besoin de réflexion, ce genre de choses. En fait, et ça, en effet, Claude le permet très bien en mode abonnement. Du coup, ça, c'est clair. Et aussi, il y a des solutions SaaS si ça s'y prête bien. Mais il y a toujours cet ajustement. Est-ce que j'achète un abonnement ou je fais du sur-mesure à proprement parler? Mais oui. L'IA générative a de longues années, à mon avis, devant elle. Merci beaucoup, merci à tous. Et on est dans le timing, c'est parfait. Merci à vous. Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.